Ah bah allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, saison 4, épisode 4. Ça tombe très bien. Merci à vous pour votre fidélité. Donc, quatrième épisode. Vous avez vu ces derniers temps notamment qu'on a pas mal fait de mini-épisodes, notamment des capsules. Voilà, et puis en même temps, on divise aussi les épisodes. Notamment au niveau des news. Il y a une nouveauté aussi d'Isabelle qui nous fait maintenant les éphémérides. On les inclut à part. Et il y a eu un nouveau format là, qui vient d'arriver qui reprend les lettres de l'alphabet. Et donc chaque lettre va être une référence à quelque chose en rapport avec New York. Et donc la première lettre, c'était Alphabet City, que je vous invite à aller découvrir et écouter dès que possible. Nous sommes en live sur YouTube. Donc cet épisode est enregistré en live sur YouTube. Donc vous pouvez voir nos tronches et vous pouvez aussi interagir avec nous. Donc n'hésitez pas. Petite chose qu'on voulait rajouter, même si on l'a déjà dit sur les réseaux, mais quand même, un grand merci à vous pour votre fidélité, votre soutien, puisque ça y est, nous avons atteint la barre des plus de 5000 vues maintenant. 5000 vues, pardon, 5000 écoutes. Donc, ce qui veut dire que nous avons le droit à la monétisation. Voilà. C'est une grande première après 3 ans de bons et loyaux services. Donc, voilà, c'est cool. Comme je disais, hein, c'est pas pour s'enrichir, mais au moins c'est pour rentrer un petit peu dans nos frais. Donc, voilà, puis c'est l'aboutissement aussi de plein de choses, parce qu'il y a 3 ans, quand j'avais lancé ce podcast, je ne pensais pas qu'on on arriverait là. Voilà. Au départ, j'étais tout seul, et puis finalement, maintenant, on est 3, et voilà, ce podcast nous appartient et vous appartient aussi. Donc voilà, un grand merci à vous. Il va falloir qu'on divise le pactole énorme en 3. C'est vrai que, alors il faut savoir que pour chaque écoute, c'est 1000 euros. Voilà. Donc, autant vous dire qu'à New York, on va y aller vite. Hein. Ça, c'est sûr que là, Dans 10 épisodes, on arrête et on prend notre retraite. Exactement. Arrêtez, il y en a qui vont le croire. Ouais, c'est vrai. Non, mais juste préciser, les montants sont ridicules. Hein. On n'est pas Inoxtag ou Squeezie. On ne va pas faire un film sur l'Everest. Non, pas du tout. C'est, je pense, assez pour nous rembourser de ce qu'on dépense Exactement. régulièrement. Exactement. Voilà. Et en plus, là, on a eu un pic là, ces derniers temps. On a atteint pratiquement les 1000 écoutes hier. Aujourd'hui, on est à pratiquement 500, je crois. Enfin bon, des records qu'on n'avait pas eu jusque-là. Donc c'est cool. Merci. Et plein de messages sur Insta aussi. On essaye de répondre à tout le monde. C'est vrai. Donc, un grand merci, ça fait évidemment plaisir. Et puis, ça montre aussi que ça vous plaît. Donc, écoutez, tant mieux. On a encore plein de choses dans notre besace, donc on n'en a pas fini. Vous les avez entendus, ils sont là. Et je suis heureux qu'ils soient avec moi. Isabelle. Salut Isabelle. Salut JM, salut Fabienne, bonsoir tout le monde. Isabelle, voilà, c'est la petite nouvelle dans l'équipe. Donc, La petite jeune. Qui nous fait exactement et qui nous fait du beau contenu. Donc, merci à toi d'être fidèle. Merci à vous pour le podcast. Bon, écoute, avec plaisir. Je suis votre première fan quand même. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Elle connaît mieux le podcast que nous. C'est vrai. Oui, bon, certainement. Certainement. Je pense qu'au niveau des épisodes, elle les connaît mieux, ça, c'est sûr. Vous l'avez entendu également, il est là, mon cher Fabien. Salut Fabien. Salut JM, salut Isabelle. Salut. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'oublie qu'on est en live. C'est vrai. Bonjour ou bonsoir selon si vous nous suivez sur YouTube ou pas. Effectivement. Bien sûr, après, ce podcast est dispo en audio, hein, évidemment. Mais au moins, voilà, ça change un petit peu. Et puis, ça permet aussi que vous nous voyez, puis d'interagir, etc. Donc voilà, c'est cool.
Au niveau du programme de ce soir, donc bien sûr, il va y avoir les news. À la fin, bien sûr, les médias. Et nous avons un thème bien particulier ce soir, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de grands épisodes, en tout cas. Ce soir, c'est notre cher Fabien qui s'y colle. Et qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau? Eh ben, ce soir, je vais vous parler de l'histoire d'Ellis Island. Voilà, petit truc pas très connu, quoi. Voilà. Au bout de 3 ans, il y a encore des lieux, des monuments comme ça dont on n'a pas parlé. Exactement. Et vous allez voir que forcément, Ellis Island est un tournant dans New York et au niveau de son expansion. Évidemment, c'est une période et en tout cas quelque chose de très important pour la ville et pour les États-Unis d'ailleurs, tout court aussi, d'ailleurs, bien sûr. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on peut maintenant commencer. J'oubliais, bien sûr, si vous êtes sur Spotify, Apple, n'oubliez pas de noter et de liker également les épisodes. Ça nous fait du bien pour le référencement. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, vous nous rejoignez, Raconte-moi New York, sur toutes les plateformes que vous connaissez maintenant. On va attaquer par les news. Si vous avez des news, en tout cas. Je ne sais pas. Attends, J'ai regardé. Hein. c'est pas grave parce que tu vas Il y a parler. pas grand-chose. C'est pas grave. C'est pas qu'il n'y a pas grand-chose, c'est rien qui me bottait. Oui, voilà. Isabelle, je sais qu'elle a quelque chose. Oui, j'ai une petite news. Le 17, ça correspond à, c'est en lien avec l'aménagement de New York, avec la 5e avenue qui est bien célèbre à New York. Et donc, dernièrement, là, le 17 octobre dernier, il y a le maire de New York, donc Eric Adams, qui a présenté un projet de refonte de la 5e avenue. Donc, la 5e avenue, on la connaît, c'est cette avenue centrale emblématique qui est bordée de magasins de luxe, de grandes entreprises, de musées. Elle fait 10 km de long, elle part de Washington Square Park et elle va jusqu'à la 143e rue à Harlem. Donc, elle est assez longue. Ce projet, il est que d'ici à 2028, cette avenue laisse place à plus de piétons et à moins de voitures parce que c'est une des avenues les plus empruntées par les New-Yorkais, par les touristes, et en tout cas sur quelques kilomètres, pas forcément sur les 10 kilomètres. Donc, principalement, entre l'Empire State Building et le Museum Mile, qui est près de Central Park, on peut dire que les personnes se concentrent un petit peu sur ces quelques kilomètres. Et l'idée, c'est d'inverser la tendance et de laisser plus de place aux trottoirs et moins de place aux voitures. Donc, j'ai des chiffres, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais donc, il y a des locaux qui s'inquiètent des répercussions sur la circulation parce que cette avenue, elle est déjà très empruntée. Et d'autres personnes regrettent aussi que des pistes cyclables ne soient pas prévues. Alors, ce n'est pas encore gagné parce qu'il y avait plusieurs projets similaires qui avaient déjà été proposés, mais qui ont toujours été rejetés. Et du fait de la cote de popularité actuelle d'Adams, ce n'est pas non plus gagné en ce moment. Donc, c'est à suivre. On rappelle qu'il a des petits soucis avec la justice. Voilà. Et donc, une petite update. Donc, j'ai regardé un petit peu. Donc, il est toujours dans la tourmente. Alors, il tient toujours front. Il dit qu'il est innocent. Après, il est en tôle, là, c'est bon. On ne va pas dire le contraire. Carrément. Il est à Sing Sing. Ah ouais? Après, non, je déconne. Après, il va avoir... Pardon. Non, vas-y. Oui, non, excuse-moi. Je disais qu'il risque d'avoir des difficultés parce qu'il y a tous ces détracteurs qui montent au filet, si j'ose dire, parce que là, il est en train aussi de chercher des fonds pour sa prochaine campagne de l'année prochaine. Et donc, les gens essaient de l'empêcher d'obtenir des fonds. Et il y aurait un procès qui serait programmé en mars 2025, en fait. Donc, il y a des petites updates. Alors, bien sûr, pour l'instant, il n'est pas condamné, mais enfin, personne lui facilite la tâche, ce qui est à peu près logique quand même. Bon. À suivre, en tout cas. Voilà. On en reparlera très certainement dans les futurs épisodes. Quant à moi, ça va changer. Je vais parler baseball. Et oui, parce que les Mets sont arrivés quand même jusqu'en demi-finale. Alors, ils se sont inclinés face aux Dodgers il y a 2 jours. Donc, voilà. Les Yankees, eux, par contre, sont en finale et donc vont en World Series. Ils affronteront donc les Los Angeles Dodgers. Et c'est bien dommage dans un sens, puisque ça aurait pu faire une finale 100% new-yorkaise, comme en 2000.
Voilà, en 2000, c'était un Subway Series qui avait clos la saison et qui était en World Series. Donc voilà, mais bon, on aura au moins une équipe new-yorkaise en finale de championnat de baseball et ça commence ce soir, il me semble. Non, le 25, donc dans 3 jours. Voilà. Dans 3 jours, et le match sera retransmis à 20h, heure française. Voilà pour moi. Puis bravo les Mets parce qu'ils ont fait quand même une bonne saison et c'était pas gagné au début. Ils avaient bien galéré, mais finalement, demi-finale et puis il y a au moins un titre de conférence. Donc c'est cool. Voilà pour les news, messieurs, dames. Maintenant, nous allons laisser parler le maître, le grand, l'historien. T'as invité qui? Ah. Eh oui, et il va nous parler donc de Ellis Island, un épisode qui a son importance. Ellis Island, évidemment, quelque chose déjà de connu à New York, bien sûr, mais aussi dans les États-Unis. Mais tu vas mieux nous raconter ça que nous. Vous y avez déjà été? Vous y êtes déjà allé? Non, Je non. ne sais pas parler. Non. C'est pas grave, Isabelle, t'inquiète. Isabelle, oui, parce qu'il y a sa photo. Voilà, Exact. on en parlera un peu. Non, un petit j'y suis allé, peu non, après. on n'a pas eu le temps de le faire. Alors. Allez, étire-toi. Ouais. Un coup d'eau. Bois Un un peu d'eau. coup. Ouais. Une petite gorgée d'eau, merci. Ah voilà, une petite gorgée d'eau. Mais parce que... Il a raison. Merci, coach. Voilà, là c'est bon. Ouais. Isabelle, c'est notre super nanny du podcast, en fait. Voilà. Ben oui, forcément. Je suis une fille au père à la base, maintenant je suis. Voilà. Exactement. Donc, elle prend soin de nous. Voilà. C'est ça. C'est parti. Allez. Pour des millions de personnes, l'histoire commençait de la même façon. La fuite. On fuyait le choléra en Sicile, les pogroms en Russie, les persécutions politiques en Allemagne et en Pologne, et la misère en Arménie, Grèce, Turquie, Irlande ou encore Danemark. On économisait toute une vie, pièce par pièce. On cachait ce butin sous le lit, dans un placard ou enterré dans le jardin. L'objectif était de réunir assez d'argent pour fuir vers l'Amérique. L'espoir de l'Europe, une terre vierge où tout était possible. Elle offrait une vie de pionnier à tous ceux qui voulaient bâtir un nouveau monde, un monde idéal, sans choléra, ni pogrom, ni misère. Une fois l'argent réuni, on quittait son village. Pour ces gens, c'était souvent la première fois de leur vie qu'ils s'éloignaient de leur foyer, de leur famille ou leurs amis. Ils quittaient leur village pour une grande ville, ou surtout un port. Des millions de gens affluaient de toute l'Europe vers Rotterdam, Naples, Anvers, Liverpool, Istanbul, Salonique, Le Havre, Marseille, Gênes, Trieste ou Odessa, pour prendre un paquebot, eux qui, hormis les pêcheurs, n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Ils montaient à bord du Princeton, Bohemia, Campania, Lusitania, Adriatique, Columbus, Blücher, Mauretania, Fürst Bismarck ou encore le Titanic. Ces navires traversaient l'Atlantique pour la Cunard Line, Red Star Line, Italian Line, White Star Line et chaque année déversaient leur flot continu d'immigrés vers l'Amérique. Après 3 semaines de traversée, l'histoire se répétait encore et toujours de la même façon. Le paquebot ralentissait à l'embouchure de l'Hudson, pénétrait dans la baie de New York. Les passagers se ruaient sur les ponts supérieurs et s'agglutinaient d'un seul côté pour recevoir le salut de la première américaine qui croisait leur chemin, la Statue de la Liberté, symbole de l'amitié franco-américaine qui ici se vidait de tout son sens premier pour devenir le symbole d'une vie nouvelle. Une fois à quai, ces gens voyaient débarquer les passagers de première classe puis de seconde classe. Ils les voyaient récupérer leurs bagages, charger des taxis, retrouver leur famille ou amis. Eux n'avaient pas cette chance. Une fois débarqués, ils reprenaient un bateau, plus modeste, pour une autre traversée, celle de la rivière Hudson, pour débarquer sur une petite île au pied de celle qui les saluait quelques minutes plus tôt, Ellis Island. Cette histoire, des millions de personnes l'ont vécue. 12 millions environ entre 1892 et 1954. 1 million la seule année 1907 et même 11 000 en une seule journée, le 17 avril 1907. Ellis Island n'est pas seulement un symbole du melting pot américain et de New York plus particulièrement. C'est un souvenir collectif de toute une nation. On estime que 40% des Américains ont un parent qui est passé par Ellis Island entre 1892, année de l'ouverture du centre,
et 1954, année de sa fermeture. Toute l'immigration du pays ne passait pas par Ellis Island. Mais nous l'avons vu dans des épisodes précédents, le port de New York accueillait les principales lignes transatlantiques de l'époque. La ville était en plein boom économique et y trouver du travail était relativement simple. C'était la destination numéro 1 pour le monde entier. D'autres arrivaient à Philadelphie, Boston, Nouvelle-Orléans ou encore à Montréal, au Québec. Mais aucun autre endroit n'a absorbé autant de vagues d'immigrants qu'Ellis Island. Georges Perec, dans son livre Récit d'Ellis Island, a une métaphore révélatrice de ce qu'est Ellis Island. Une usine à fabriquer des Américains. On y rentre italien, allemand, juif, polonais ou arménien, et on y ressort américain. Ce soir, nous allons enfin vous parler d'Ellis Island, ou comment cette petite île sans intérêt est devenue la porte d'entrée dorée des États-Unis, un symbole de la ville de New York et d'un pays entier, un souvenir pour des dizaines de millions de nouveaux Américains. Dans cet épisode, nous allons aborder d'abord le contexte historique et enfin l'évolution des lois relatives à l'immigration aux États-Unis, puis nous verrons le processus d'entrée et aussi quelques témoignages. Alors, Ellis Island n'a pas toujours eu ce nom, cette fonction ou cette taille. Avant l'arrivée des premiers Européens dans la baie de New York, l'île était fréquentée par les Mohegans, une tribu des Algonquins, le principal peuple amérindien dans la région. L'île n'a jamais été habitée de façon pérenne, mais plutôt utilisée pour la chasse ou la pêche. Son premier nom était Kiosk, l'île aux mouettes. Désolé pour mon accent algonquin, je ne maîtrise pas encore. En 1630, les premiers colons européens sont installés sur l'île de Manhattan depuis près de 6 ans. L'île de Kiosk n'est pas utilisée à cause de sa vulnérabilité face aux marées. Mais cette année-là, les Néerlandais l'offrent en cadeau à Michael Spoe, le directeur de la Compagnie des Indes occidentales qui a aidé à la colonisation de la future New York. Après Kiosk, l'île reçoit le nom de Little Oyster Island. Elle fait partie d'un groupe de 3 petites îles, un archipel du nom d'Oyster Island. Et il y a eu un épisode sur les huîtres à New York. Exactement. C'était Isabelle d'ailleurs. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc pour les non-anglophones, Oyster, c'est les huîtres. Cet archipel comprend les futurs Ellis Island, Liberty Island et Black Tom Island. Pendant près d'un siècle, l'île ne sert que ponctuellement aux pêcheurs d'huîtres, aux promeneurs du dimanche qui profitaient du calme ambiant pour pique-niquer et ou faire des banquets d'huîtres. En 1774, un marchand du nom de Samuel Ellis décide de racheter cette île qui servait dernièrement à l'exécution des pirates. Donc, cette île restera pendant près de 30 ans la propriété de la famille Ellis jusqu'à son rachat par le gouvernement fédéral en 1806 dans le cadre de la première programmation de fortification des côtes du pays. Pareil, on l'a vu, on avait fait un épisode sur les fortifications à New York. Et donc, entre 1806 et 1881, il y a énormément de travaux d'aménagement qui ont permis à l'île de ne plus subir les ravages des marées. Donc, des quais ont été rajoutés pour permettre de ravitailler les troupes en garnison. Les forts Crown et Gibson servaient à la défense du port de New York. Des dizaines de canons protégeaient la baie de New York d'une éventuelle invasion. Ces forts formaient une barrière protectrice en complément des forts G sur Governor's Island et Castle Clinton à l'extrême sud de l'île de Manhattan. Malgré tous ces changements et constructions, l'île gardera toujours le nom de son dernier propriétaire privé, Ellis Island. Alors justement, je parlais du fort Clinton. Il est très important dans l'histoire d'Ellis Island parce qu'une fois que tous ces forts sont devenus obsolètes, ils ont été réutilisés. Alors dans le cas précis du fort Clinton, c'est lui qui servait de poste de traitement de l'immigration. Entre 1855 et 1892, 8 millions d'immigrants sont passés par le fort Clinton, qui est toujours visible aujourd'hui dans Battery Park. Alors jusqu'en 1875, les États avaient leur propre loi sur l'immigration. Il y avait peu ou pas de contrôle. La ville de New York faisait des contrôles parce que c'est elle qui recevait le plus de candidats à l'immigration. Alors je ne vais pas refaire toute l'histoire législative en termes d'immigration, mais jusqu'aux années 1880, c'était assez facile en fait d'immigrer et surtout de se faire naturaliser américain.
En 1882, l'Immigration Act est la première loi restrictive sur l'immigration aux États-Unis qui se réserve le droit de refuser l'entrée après divers contrôles. La même année est votée une loi pour restreindre l'immigration des travailleurs chinois, l'interdiction de la naturalisation des Chinois et de mettre en place des procédures d'expulsion. En 1891 arrivent les premières lois fédérales. C'est l'État qui reprend désormais la main sur les questions d'immigration. D'année en année, des lois restrictives sont votées pour durcir les conditions d'entrée et de naturalisation, avec la mise en place de contrôles et de questionnaires de plus en plus poussés. Et donc, c'est par la loi fédérale qu'il est décidé d'ouvrir un nouveau centre d'accueil des immigrés à New York. Une étude est lancée pour savoir où installer ce centre. Une île est privilégiée pour contenir et maîtriser les flux d'arrivants. Chacune des 3 îles d'Oyster Island sont évoquées, et c'est finalement Ellis Island qui est choisi. Le 24 mai 1890, le gouvernement fédéral, via son département du Trésor, prend le contrôle de l'île. Tous les bâtiments sont rasés, excepté l'ancien Fort Gibson qui servira de station temporaire. D'1 hectare, l'île double et passe à près de 2,5 hectares. À la fin de 1892, un bâtiment de 5500 m² sur 3 niveaux sort de terre, ainsi que quelques dépendances, dont un hôpital et un centre de détention provisoire. Tous ces bâtiments sont en bois et construits très rapidement. Des aménagements permettent encore de doubler la taille de l'île qui passe à 4 hectares. Et c'est là que la magie intervient. Pour les gens qui sont sur YouTube, une petite image du premier centre, du premier bâtiment d'Ellis Island. Voilà. Et à la classe quand même, hein. Ouais, ça marche bien. Et j'avais, voilà, pareil. Alors, désolé pour les gens qui écoutent, mais après, vous pouvez toujours aller voir sur YouTube, hein, les vidéos restent en ligne. Voilà, en vert, l'île originale d'Ellis Island. Et tout autour, on peut voir tous les aménagements qui ont été faits. Donc, on voit d'une intéressante cette carte-là. Ouais, ça a plus que doublé. Ah oui. Donc, je disais, en 1896, un incendie ravage tous les bâtiments. Il faut donc tout reconstruire et le bois est abandonné. Le nouveau plan est adopté en 1898 et c'est celui que vous pouvez voir encore actuellement. Et donc, on est passé, je vous ai montré le premier bâtiment et ça, c'est le bâtiment final, hein, qui existe toujours. Oui, c'est celui qu'on... Ouais, toujours là. En 1898, la petite île de Little Oyster Island ne ressemble plus du tout à son état d'origine. Ellis Island a plus l'apparence d'une île artificielle de forme géométrique et régulière. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les images là sur le live YouTube, imaginez 2 rectangles avec une fine bande de terre les reliant sur un côté. Sur la partie sud de l'île sont construits l'hôpital, les bâtiments administratifs, la cuisine, les salles d'isolement ou la maison du personnel. Sur la partie nord se trouve la structure principale, hein, donc la plus connue, un bâtiment de 3 étages de style Renaissance française, avec en ses 4 coins des tours recouvertes d'un dôme en plaques de cuivre. Alors le style n'est pas anodin. Quand les architectes Edward Tilton et William Boring se sont penchés sur les plans, ils recherchaient avant tout un bâtiment fonctionnel. Vous vous souvenez sans doute de l'épisode sur Penn Station où je vous parlais du style Beaux-Arts, qui recherchait avant tout de concevoir un bâtiment efficace selon son rôle. À la fin du XIXe siècle, quels sont les édifices récents à recevoir de grands flux de personnes? Les gares. Le bâtiment principal est donc conçu comme une gare pour gérer les grands flux d'arrivée et de départ. Le but est d'absorber et de traiter les demandes d'environ 5000 personnes par jour. L'organisation de ce bâtiment principal évoluait d'année en année. En fait, des salles étaient rajoutées et d'autres changeaient de fonction. Le grand hall, hein, très célèbre, mettre une petite photo. Voilà. Le grand hall, il est même derrière Isabelle. Voilà. Isabelle, elle est d'ailleurs en live. Là, elle est en live dans le grand hall. Exactement. C'est bien, les gens ne bougent pas, ouais. Non, c'est vrai. C'est pas mal. Inception, quoi, c'est bien. Oui, non, c'est une photo.
Et donc, le grand hall, très célèbre, a lui aussi changé de fonction selon les besoins et aussi selon le commissaire qui était en place en charge de la gestion de l'île, passant d'un coup de salle de bagages à salle d'inspection au gré des besoins. En 1916, un attentat a eu lieu près d'Ellis Island, sur l'île de Black Tom. Black Tom, c'est une des 3 îles de l'archipel des Oyster Islands, côté New Jersey. Un stock de munitions explose, explosion provoquée par un sabotage d'espions allemands, et brise toutes les vitres dans un rayon de 41 km. Alors c'est une déflagration énorme, surtout pour une métropole comme New York, et les dégâts sont considérables. La Statue de la Liberté toute proche est endommagée, et le toit du bâtiment principal s'effondre, après que tout le centre ait été évacué, heureusement, et le plafond sera reconstruit, là on le voit sur la photo, selon la technique Guastavino, c'est-à-dire des arches autoportées, comme on peut voir dans la station de métro City Hall ou le Oyster Bar de Grande Centrale. Donc avant, c'était un plafond basique, avec une charpente en bois, etc. Et donc ça a été remplacé suite à ces dégâts. Et donc, de 1892 à 1954, Ellis Island sera la principale station d'accueil pour les immigrants arrivant par bateau dans le pays. On estime à 12 millions de personnes qui sont passées par ce site. Alors, en plus d'être la principale station d'accueil, c'était à l'époque l'une des seules portes d'entrée pour l'Amérique. Son ouverture en 1892 coïncide avec l'inauguration de la Statue de la Liberté 6 ans plus tôt. Les 2 sites sont indissociables. Tant bien qu'aujourd'hui, la visite des 2 sites est souvent couplée. Espoir d'une vie nouvelle, espoir du rêve américain, tant de belles histoires ont commencé ici, dans cette usine à Américains. Mais il y a aussi des grosses désillusions. En 62 ans, les agents d'Ellis Island auront foulé 2% des arrivants, soit environ 250 000 personnes. Car les contrôles étaient stricts. Stricts, mais vitaux pour la ville de New York, qui s'apprêtait à accueillir les nouveaux arrivants. Vitaux, car traumatisés par plusieurs épidémies, que ce soit la fièvre jaune au XVIIIe siècle ou des épidémies de choléra plus récentes, il fallait absolument contrôler et éviter une nouvelle épidémie. Alors, comment se passaient les arrivées? Précision très importante, sur Ellis Island ne débarquaient principalement que les passagers de 3e et certains de 2e classe, et ce pour différentes raisons. Les passagers de 1re classe n'étaient pas tous des candidats à l'immigration. Certains voyageaient pour affaires ou pour plaisir. Ceux donc les plus fortunés qui immigraient, en fait, pouvaient faire les démarches en amont dans les consulats dans certaines grandes villes. C'est le cas, par exemple, des Anglais ou des Français. Certains pays n'avaient ni ambassade ni consulat, donc c'était plus compliqué pour eux. Autre exemple, pour un Italien du Sud, le voyage vers le consulat ou l'ambassade était souvent aussi long qu'une traversée de l'Atlantique et tout aussi coûteux, donc ils s'en abstenaient. Une fois sur Ellis Island, les passagers débarquaient avec leurs bagages et commençait une longue file d'attente. Cette file d'attente qui commençait sous le porche du bâtiment principal. Ceux qui avaient assez d'argent payaient des porteurs pour leurs bagages, et donc cette attente pouvait durer plusieurs heures avant de passer les premiers contrôles. Et donc ces contrôles, il y en avait 2 types. Le contrôle médical et le contrôle légal. Le premier contrôle, le contrôle médical, donc les candidats à l'immigration avaient déjà subi pour la plupart d'entre eux des contrôles dans le port de départ et même ou sur le bateau et dans le port. Parce que les compagnies maritimes se voyaient obligées de faire ces contrôles sous peine d'amende. Si une personne se voyait refuser l'entrée pour raison médicale, en fait, c'est la compagnie maritime sur laquelle elle a voyagé qui devra prendre en charge son retour. Et donc, les contrôles étaient renforcés pour les passagers qui avaient embarqué dans des ports dont la confiance sur les contrôles était faible. Donc, les agents d'immigration avaient toute une liste de ports où on savait que les contrôles étaient plus ou moins bien faits. Et quand on voyait tous les gens arriver, on renforçait les contrôles. Si un malade était déclaré sur le bateau, celui-ci s'arrêtait en amont, sur l'île Hoffman ou l'île Swinburne. Ça, c'est 2 îles artificielles qui sont avant la baie de New York, au large de Staten Island. Et en fait, ces 2 îles servaient de lieu de quarantaine. Alors, la quarantaine, ça ne voulait pas forcément dire que l'entrée allait être refusée, parce que les gens, que ce soit sur ces 2 îles ou sur Ellis Island, les gens étaient soignés dans la grande majorité des cas. Alors, comment se passaient ces contrôles? Il y avait d'abord un contrôle pour détecter les handicaps physiques visibles, puis
un contrôle oculaire pour détecter un éventuel trachome. C'est une maladie infectieuse contagieuse qui peut causer la cécité complète. L'inspection était très rapide, en moins d'une minute. Si une maladie était suspectée, l'agent faisait une marque à la craie sur la veste de la personne. Donc il y avait plusieurs marques. Alors, c'était surtout des lettres. Donc il y avait le B pour retour. Donc ça c'était un candidat, on va dire, à l'expulsion. C pour conjonctivite, C pour trachome, E pour les yeux, F pour le visage, G pour le goitre, H pour le cœur, K pour une hernie, L si la personne boitait, N s'il y avait un problème au cou, P si c'était un problème physique ou un problème au poumon, PG si la personne était enceinte, S pour sénilité, SC pour cuir chevelu et un X pour la maladie mentale. Donc C'est très précis. Et donc en moins de 2 cool. minutes, voilà, les gens, les agents devaient, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 critères. Et en moins d'une minute, ces 15 critères devaient être contrôlés. Mais cette marque, en fait, elle n'avait rien de définitif. Parce qu'une fois ce premier contrôle passé, les gens qui avaient reçu une marque voyaient un médecin pour un contrôle plus poussé. Une fois ces contrôles passés, le médecin donnait un document. Donc, en fait, c'était le précieux sésame qui disait si oui ou non il pouvait entrer. Mais en fait, la décision finale, elle revenait toujours à l'agent de l'immigration. Et c'est devant cet agent de l'immigration qu'avait lieu le second contrôle. Alors, l'attente était encore très longue à ce niveau, même si la moyenne du temps passé sur Ellis Island était d'environ 5 heures. Donc ça, c'est selon le nombre de passagers et le nombre de bateaux. L'attente pouvait atteindre le double. Donc, ce second contrôle consistait en un interrogatoire qui variait selon la période, donc entre 10 et 29 questions. Alors, c'était des questions simples où on demandait le nom, prénom, âge. Ça, c'était pour vérifier les papiers. La profession, l'argent que les candidats avaient sur eux. Parce qu'on demandait un minimum de $18, soit environ 600 € actuels, montant qui, avec le temps, augmentait sans jamais dépasser les $25. On demandait également des choses précises. Si la personne faisait partie d'une organisation secrète, comme la Main Noire, c'est l'ancien nom de la mafia, si la personne était communiste ou anarchiste, et si des doutes persistaient, un entretien plus poussé, comme pour le contrôle médical, était demandé. Alors, Ellis Island avait également pour surnom l'île aux larmes, car un faible pourcentage, mais un nombre relativement élevé de candidats ont été refusés. On estime à environ 250 000 expulsions, dont 80 000 pour des raisons médicales. Alors, il y a eu un grand nombre de refus qui a été enregistré pendant la grippe espagnole entre 1918 et 1919. Pour certaines personnes, retourner dans leur pays, c'était pas forcément une question de vie ou de mort. Elles y pensaient même revenir plus tard dans leur pays une fois un petit pactole amassé. Mais par exemple, pour les Juifs de Russie, l'expulsion, eux qui fuyaient les pogroms, l'expulsion signifiait quasiment la mort. Et donc c'est pour ça que il y avait énormément de pression et d'aide d'associations à New York. Une fois que les gens avaient reçu l'avis d'expulsion, on pouvait faire appel. Et ces gens-là aidaient les gens qui ont reçu un premier avis d'expulsion à passer devant une commission pour finalement essayer de se faire accepter. Alors, quel était le but de ces contrôles ? En fait, il fallait identifier toutes les personnes qui étaient susceptibles de devenir, et là je mets des guillemets, je cite, une charge pour la société, comme des handicaps lourds, des handicaps mentaux, des maladies longues et autres. Mais aussi des dangers pour la société. On essayait d'identifier des futurs criminels, mafieux, des anarchistes ou tout simplement des personnes sans compétences professionnelles, mais on faisait aussi des tests pour voir si la personne n'était pas analphabète dans leur propre langue, ou alors des gens qui n'avaient pas d'argent ou pas de point de chute. Alors, comme je l'ai dit un peu avant, la décision finale revenait toujours lors de ce dernier contrôle
face à l'agent de l'immigration. Si le contrôle médical indiquait une grave pathologie, le candidat à l'immigration passait quand même devant cet agent, et comme vous pouvez l'imaginer, ou alors c'est peut-être moi qui ai trop d'imagination, la corruption allait bon train sur Ellis Island. Contre un petit billet, l'agent pouvait vous laisser passer n'importe qui. Car une fois, voilà, car une fois tous ces contrôles passés, et c'était des petits billets, c'était des fois même $1. Oui. Mais quand il y avait 5000 candidats à l'immigration par jour, ça peut monter. C'est pas mal. $1, ça se trouve facilement, et puis pour les agents, ça permettait de gagner un petit pactole. Ouais, tu m'étonnes. Moi, ce qui n'est pas rien. Parce qu'une fois tous ces contrôles passés, les immigrants devenaient américains. Alors, certaines personnes américanisaient leur nom directement sur Ellis Island, l'occasion de mieux s'intégrer ou de marquer une nouvelle vie, même si la grande majorité gardait leur nom, leur vrai nom. En 1902, il y a un nouveau commissaire à l'immigration, William Williams. Alors, ses parents n'avaient aucune imagination, hein, William Williams. S'installe sur Ellis Island. Et en fait, il fait infiltrer quelques-uns de ses collaborateurs les plus proches parmi les passagers de bateaux candidats à l'immigration. Et c'est lui qui se rend compte qu'il y a beaucoup d'agents de contrôle, que ce soit médical ou légal, qui sont corrompus. Il fait donc un grand ménage. Il recrute plus de médecins pour des contrôles encore plus poussés. Parce que Williams était très xénophobe, il était antisémite, et il trouvait que les États-Unis accueillaient trop d'immigrés. Alors, je dis qu'il est xénophobe et antisémite, il n'était pas plus que les autres. C'était dans l'air du temps, et à l'époque, la xénophobie était partout. Il y avait un autre commissaire à l'immigration du nom de Frédéric O, qui, lui, était un peu différent, et qui était, alors lui, pour le coup, j'ai dit que la xénophobie était partout, il n'était pas du tout. C'est lui qui a mis en place des salles de jeu, des espaces de loisirs sur Ellis Island pour les gens qui devaient rester un peu plus longtemps, quand il y avait une personne de leur famille qui devait subir des contrôles un peu plus poussés. Donc il y avait des théâtres, etc. Alors ces commissaires responsables d'Ellis Island étaient nommés tous les 2 ans par le président des États-Unis directement. Jusque dans les années 50, ces agents devaient donner le nom de leur parti, ou démocrate ou républicain. À partir des années 50, c'était caché, mais donc voilà, c'est aussi pour ça que la corruption allait bon train sur Ellis Island. Alors, parmi les immigrants les plus célèbres, un certain Salvatore Lucania. Arrivé en 1906 à New York et passé par Ellis Island, le petit Salvatore a 8 ans lorsqu'il passe avec ses parents les contrôles de l'immigration. Pendant la traversée, à cause de la promiscuité et de l'hygiène très sommaire à bord des bateaux, il contracte une maladie de peau, ce qui inquiète ses parents à quelques heures du passage devant les médecins de l'île. Parce que ça, c'était un vrai stress. Imaginez, vous partez, vous êtes en bonne santé, il y a une traversée de 3 semaines. Malade. Et voilà, tu as attrapé une maladie sous le bateau. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Salvatore Lucania. Alors, heureusement que tu fondes en fait tous tes espoirs là-dessus. Et c'est vrai que si tu es malade, c'est ça. Alors, tu cherches une nouvelle vie. C'est ça. Compliqué. En fait, tu repars dans ton pays. Ouais, c'est ça. Alors, pour Salvatore Lucania, heureusement, c'est bénin, mais son visage se gardera des traces à vie de cette maladie. Alors, plus tard, il changera de nom pour Luciano et sera affublé d'un petit surnom, Lucky, le chanceux. Lucky Luciano deviendra le capo di tutti capi de la mafia italienne à New York. Il est le père de la mafia moderne qui l'exportera jusque dans son pays natal, la Sicile. Alors, comme lui, plusieurs mafieux célèbres sont passés par Ellis Island, comme Joe Adonis, capo de la famille Genovese et ami de Lucky Luciano, ou alors encore Joseph Bonanno, chef de la famille Bonanno, une des 5 familles mafieuses de la mafia italienne à New York. Alors, vous pouvez trouver ça bizarre que je vous donne comme premier exemple des mafieux.
alors que d'autres immigrants célèbres ont contribué plus positivement à la ville de New York et aux États-Unis. Mais écoutez bien la suite. 4 ans après le Key Luciano, William O'Dwyer débarque du paquebot Philadelphia à Ellis Island en provenance de l'Irlande. Âgé de 20 ans à son arrivée, il vit de petits boulots et devient policier, comme beaucoup d'Irlandais à cette époque. À 33 ans, en parallèle de son travail de policier, il obtient son diplôme de droit en étudiant la nuit. Puis, il gravit les échelons jusqu'à être élu procureur du comté de Kings, qui correspond en gros à Brooklyn, où il permettra l'arrestation de plusieurs mafieux du fameux syndicat du crime fondé par un certain Lucky Luciano. Ce travail le rendra célèbre et il se présentera aux élections à la mairie de New York, mais il perdra contre un certain Fiorello LaGuardia. Fiorello LaGuardia, c'est un fils d'immigré, mais ses parents ne sont pas passés par Ellis Island, car ils sont arrivés avant son ouverture. Ça rappelle quelque chose, le nom là que tu dis. Là. LaGuardia, c'est un petit aéroport. Un petit truc, ouais. Ouais. Désolé de te couper, mais. C'est un des maires les plus appréciés de l'histoire de New York. C'était le maire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, désolé de te couper, mais sur YouTube, c'est ça que je rigolais. C'est le genre de conneries qui me fait rire. Tu as parlé tout à l'heure de Williams. Là, je vois ça, oui. Williams. Voilà. William Williams, qui c'est qui. Comme c'est le genre de conneries qui me fait rire. Moi, j'aime bien. Ils peuvent réfléchir un peu les parents avant de donner les noms. Bah oui, c'est vrai que. Oui, mais pourquoi? C'est vrai que c'est pas l'imagination. Ils ont pas voulu se faire chier, je crois. Ouais, je sais pas, Junior ou un truc comme ça, à la limite, quoi. Mais... Chelou, quoi. J'en étais où? Bref. Je parlais de Fiorello LaGuardia. Voilà. Donc, c'est O'Dwyer qui se présente face à Fiorello LaGuardia. Donc, Fiorello LaGuardia, fils d'immigré, mais ses parents ne sont pas passés par Ellis Island, parce qu'ils sont arrivés avant l'ouverture du centre. Et donc, la petite histoire, c'est que Fiorello LaGuardia a, lui, travaillé sur Ellis Island en tant qu'interprète. Et pour la petite anecdote, le père de Fiorello LaGuardia, Achille, a refusé d'apprendre l'italien à ses enfants. Et donc, Fiorello a appris tout seul pour pouvoir aller travailler sur Ellis Island en tant qu'interprète. Donc, pour revenir à William O'Dwyer, il réussira à devenir maire de New York en 1945. Et c'est à lui qu'on doit le forcing pour obtenir le siège des Nations Unies à New York. Et il a également nommé un certain Robert Moses au département des parcs et loisirs de la ville de New York. Robert Moses est l'homme qui a métamorphosé New York, le New York d'après-guerre. Et j'en ai déjà parlé, on lui consacrera plus tard un épisode. Exactement. Et donc j'ai pris ces 3 histoires parce que c'est 3 figures de l'histoire de New York. Et les 3, en fait, sont très liés à Ellis Island. Alors, on pourrait trouver des dizaines et des dizaines d'exemples, rien que dans l'histoire de New York, de personnages célèbres passés ou alors très, très liés à Ellis Island. Alors, comme je l'ai dit un petit peu avant, les besoins en immigration variaient selon les besoins économiques de la ville et du pays. Alors, des lois de plus en plus restrictives étaient votées d'année en année. La plus dure, c'est en 1921, la fameuse loi sur les quotas. En fait, les quotas étaient fixés à 3% du pays d'origine des immigrés déjà résidents aux États-Unis, selon le recensement de 1910. Est-ce que c'est clair? Bah oui. J'ai perdu tout le monde. Donc, s'il y avait 100 000 Italiens qui étaient sur le sol des États-Unis, 3%, c'était 3 000, et donc chaque année, on n'acceptait que 3 000 Italiens. Ah, okay. Et donc, c'était selon le recensement de 1910. Donc, en fait, les pays sous-représentés étaient lésés. En 1924, on abaisse ce pourcentage à 2%, et on prend comme référence le recensement de 1890. Donc, en fait, on baisse encore de plus en plus les quotas. Et il me semble... Alors, je sais que pour la green card, on utilise le même calcul, c'est des quotas.
J'ai un doute. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Et je crois que même pour les visas encore actuellement aux États-Unis, c'est le même système. Alors, ça change régulièrement, mais il y a des quotas il y a à peu près ce même système. D'ailleurs, tu parles de green card. D'ailleurs, si un de nos auditeurs ou auditrices a le droit à une green card, on est preneur de témoignages. Il me semble que dans nos abonnés Insta, j'ai vu passer un truc. Je pense qu'il y en a. Si vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. Et donc, pour dire, en fait, on complexifiait de plus en plus pour essayer de faire baisser l'immigration. Et en fait, l'immigration va drastiquement diminuer, donc à partir de 1921. Et donc, le centre d'Ellis Island, il va devenir quasiment inutile. Les inspections se font en fait de plus en plus à bord des bateaux. En 1929, il y a le fameux krach boursier qui fait réduire l'immigration, parce que les perspectives économiques ne sont pas bonnes. L'hôpital ferme, par exemple, en 1930 en raison d'un manque de patients. Mais il y a quand même des modernisations qui sont entreprises, car Ellis Island reste un centre de transit et de rétention. Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup d'Allemands sont emprisonnés. Ceux qu'on soupçonnait d'être des espions. La preuve, en 1916, il y a eu l'attentat de Black Tom Island par un espion allemand. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île elle est utilisée comme base pour les gardes-côtes. L'hôpital réouvre temporairement pour accueillir les soldats blessés sur le front européen. Et la prison, elle sert encore pour détenir des soldats allemands. Après-guerre, Ellis Island devient totalement obsolète et sa fermeture est programmée pour l'année 1954. Pendant plusieurs années, les projets vont et viennent pour trouver une seconde vie à ce lieu. Des projets de complexes hôteliers, même une revente à un privé, comme à la bonne époque de Samuel Ellis, sont évoqués. C'est le président Lyndon Johnson qui entérine le futur d'Ellis Island en août 1964, en signant le projet de réaménagement de l'île en musée et pour en faire un monument national. Pendant près de 25 ans, le projet végète un peu et le musée ouvre ses portes finalement en septembre 1990. Ça a pris du temps. Et surtout grâce à l'impulsion des festivités pour célébrer le centenaire de la Statue de la Liberté. Alors aujourd'hui, sur Ellis Island, vous pouvez visiter le Musée national de l'immigration. Vous pouvez y voir le hall central qui a servi de salle des bagages, derrière, on peut voir derrière Isabelle, mais aussi de lieu d'enregistrement par les agents de l'immigration. Vous pouvez également arpenter les étages, vous pourrez y voir des dortoirs et des salles des registres. Parce qu'en plus d'un musée, Ellis Island est également maintenant un centre de recherche généalogique depuis avril 2001. Vous pouvez consulter via une base de données toutes les personnes passées sur l'île, mais également, vous pouvez consulter ça en ligne sur le site internet d'Ellis Island. J'ai pu retrouver près de 1300 personnes portant mon nom de famille avec une copie des registres des navires sur lesquels ils ont embarqué. Sur place, vous pouvez faire des recherches plus poussées pour retrouver une trace de vos ancêtres. Il suffit de s'inscrire, il faut créer un compte, c'est gratuit. Tu tapes le nom et... est-ce que vous voulez que je fasse en live? Ah, vas-y. Allez. Ah, bah, tu vois, ça, je ne savais pas du tout. Et t'en as retrouvé combien? Plus de 1000? 1300. Alors, j'ai un nom très... italien. Très italien et très commun, très commun dans la région de Campanie. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Fabien, en fait, est un des ponts de la mafia en France. Donc, faut le savoir. Hop, je sais pas. Ouais, on ne sait jamais. J'ai des surprises en faisant des recherches avec mon nom. Il est où le partage? Je ne trouve plus. Tiens, tu vois, je ne savais pas du tout que tu pouvais consulter ça en ligne. Autant sur place, bon, oui. Oui, sur place, je l'ai fait, pas en ligne. Mais, alors, est-ce que tu as retrouvé, toi, des... le partage ne fonctionne plus. Ça marchait un instant et... Ah,
Bon, bah Et écoute, là, ça ne fonctionne plus. Donc, je ne pourrais pas vous faire un test. Juste, voilà, faut juste me croire. Je tape mon nom. 1305. ok. Voilà. Et donc, ces Et- registres datent aussi d'avant Ellis Island. Il y a aussi les registres. Ah oui. Là, je vois 1841. Et le site, Oui. c'est statueofliberty.org, c'est ça? Ellis Island Foundation Incorporation. Ok. Voilà, Et tu recherches dans Search Passenger et c'est Chip ça. Record, c'est ça? C'est Ok. ça. Et donc, en fait, alors, sur place, tu as beaucoup plus de choses. Forcément, là, en ligne, tu peux accéder. Donc, là, je vais faire un test. Là, tu cliques sur le nom. Excellent. Tu as l'année de naissance, l'année d'arrivée, l'âge à l'arrivée, le port de départ et tu as une copie. Alors, là, forcément, il Je n'y suis a en train pas de le faire aussi. une copie du registre, en fait. Oui, puisqu'ils notaient tout de manière méticuleuse, ils ont tout repris, c'est impressionnant. Ouais. C'est ça. Alors, c'est pourquoi j'ai le partage qui a disparu sur Google, là, présenté, je ne sais plus pourquoi. Et parce qu'on voit, on voit souvent des photos avec des files d'attente avec des gens qui parlent avec quelqu'un qui a un grand livre. Et donc, c'est souvent ces registres. Et effectivement, ils notaient tout, ils contrôlaient tout. Ah, tu vois, je viens de le faire là. Et attends, c'est ouf. Alors, dis-nous. Ah, écoute, il y a pas mal, parce que mon nom de famille c'est Carré. Eh ben écoute, 672. Voilà. Irlande, France, Paris, Benjamin Carré. Qu'est-ce qu'il y a? Bretagne, C'est fou. Gascogne. Ah, c'est dingue. Moi, j'en ai Irlande, trouvé un. C'est fou, ça. incroyable. Ça se trouve, c'était des Ah oui. ancêtres, tu sais même pas. Moi, j'en ai un de mon nom de jeune fille et mon nom de Ça, femme mariée. Mon nom de femme mariée, il y en a plus. Waouh, c'est écoutez, génial. vous allez sur. Il y a C'est l'adresse génial. exacte si vous voulez. C'est Ouais. Statue of- heritage.statueofliberty.org Orgue. / passenger-result. Incroyable. Et donc, Je le mets sur le ouais. YouTube au cas où. Alors, tu as des manifestes, tu as des copies. Alors, il y en a, c'est très difficilement lisible. Alors, plus c'est vieux, plus c'est dur à lire. Mais C'est Ah ouais, génial. non, c'est génial, ouais. Grave. non, mais c'est un vrai centre de recherche Ouais, non, puis il généalogique. y a des millions de. Là, tu vois, je viens de taper le nom de ma femme, par exemple, il y en a aussi, pareil. 85. Ah, c'est dingue. C'est génial. Ouais. Je disais quoi? Alors, les contrôles. Alors, quand on parle de tous ces contrôles qui ont été faits, ça peut paraître comme ça d'un autre temps, surtout si on avait fait cet épisode avant mars 2020. Mais comme beaucoup d'auditeurs et aussi nous, nous trois, on a tous passé ces tests. Le STA comporte beaucoup de questions similaires de nos jours, même C'est si vrai. c'est pour un visa temporaire. Ah, C'est oui, vrai. C'est vrai. L'agent des douanes nous observe notre comportement, nous pose 2-3 questions comme ça qui semblent anodines, mais c'est vraiment, c'est vraiment des tests. Et pendant la Ouais, c'est période, vrai, c'est vrai. Covid, c'était le retour des tests médicaux, des quarantaines. Des tests étaient demandés avec le stress de savoir, voilà, je vais être positif au départ, je vais devoir prendre une chambre d'hôtel en plus, etc. Alors, là, j'ai pas d'exemple précis pour les États-Unis, mais par exemple, si vous voulez demander un visa vacances-travail pour le Québec, on vous demande un test médical, une radio des poumons et une preuve de fonds disponible de votre banque. Donc voilà, c'est la version moderne d'Ellis Island.
Donc Ellis Island apparaît bien évidemment dans plusieurs films, hein, séries ou documentaires, mais je vais en citer un. Dans Le Parrain 2, on suit le petit Vito Corleone qui fuit la Sicile. On le voit passer tous les contrôles jusqu'au moment où on le renomme Corleone, car face à son mutisme, on note son village d'origine à la place de son nom, comme ça, de façon arbitraire. Et c'est donc aussi ce film qui a fait véhiculer la légende urbaine, comme quoi les agents changeaient le nom des gens selon leur bon vouloir. Le film d'Elia Kazan, America, America, qui raconte la vie d'un jeune immigré turc, parle également d'Ellis Island, hein, le cinéaste ayant lui aussi connu le passage sur Ellis Island. J'ai donc dit en introduction qu'Ellis Island était très important dans l'histoire des États-Unis car c'était un souvenir collectif. Pour une nation si jeune, à la sortie d'un conflit qui a failli la voir disparaître, hein, la guerre civile entre 1861 et 1865, c'était primordial pour créer une unité. De nos jours, ce souvenir collectif a été complété par différents conflits, hein, celui de la Première Guerre mondiale jusqu'aux dernières guerres du Moyen-Orient, où chaque Américain connaissait une personne qui a participé à ces conflits. Près de 40% de ces Américains ont un parent qui est passé par Ellis Island. Ellis Island est resté dans l'imaginaire collectif comme la seule porte d'entrée pour accéder au rêve américain, et je vais reciter Georges Perec, qui faisait d'Ellis Island l'usine à Américains. Une citation célèbre dont l'auteur est inconnu symbolise ce que les gens ressentaient. Il disait ceci. On m'avait vendu une ville aux rues pavées d'or. Non seulement les rues n'étaient pas pavées, mais en plus, c'était à moi de le faire. C'est pas mal. Je crois que ça vient d'un Italien en plus. Ah voilà. Super. Je pense qu'il y avait effectivement beaucoup de rêves et beaucoup de désillusions parce que 12 millions, on estime, hein, la fourchette basse c'est 12 millions, 250 000 refus, c'est pas, enfin, le nombre comme ça peut paraître énorme, mais ça fait que 2%. Mais ouais, proportionnellement, ouais, c'est rien. Ouais. Mais au-delà des refus, même au-delà des refus, ceux qui étaient acceptés et qui arrivaient et qui effectivement s'attendaient à une rue pavée d'or et ils atterrissaient dans le Lower East Side, hein, ils s'entassaient dans des C'est ça. dans des immeubles et ils n'arrivaient pas à vivre quoi. Et alors qu'ils avaient économisé, voilà. Ils avaient économisé toute leur vie, mais des fois on voit des conditions de vie. On parlait du photographe dans l'épisode sur l'histoire de New York au 19e siècle. C'est Jacobsen, le photographe, qui photographiait les appartements justement de ces immigrés. À première vue, on se dit c'est des conditions affreuses, mais souvent c'est des conditions meilleures que leur pays d'origine. Oui, c'est ça. Alors, oui, il y a beaucoup de désillusions. J'avais lu le témoignage d'un Italien qui disait qu'il gagnait presque 10 fois plus, mais que finalement, c'était une vie de travail très, très, très dur. Alors, le rêve américain existait. Hein. Oui. Il y a des gens qui sont passés par Ellis Island qui ont... parce qu'ils avaient peut-être de la famille, parce qu'ils avaient aussi de la chance, beaucoup de chance. Et selon la période aussi à laquelle ils arrivaient, ceux qui sont arrivés 2 jours avant le krach boursier, c'est du pas de chance. Voilà. Mais oui, ça dépendait aussi du contexte. D'ailleurs, j'ai ce que vous allez voir à chaque fois sur Instagram, vous avez l'image du podcast avec une citation toujours que j'essaie de prendre quelque part. La citation que j'ai trouvée, c'est extrait de Ellis Island, qui est une BD faite par Mira, c'est scénarisé par Philippe Charlot. Et la citation, c'est « Tu y débarques un Italien, un Allemand, un Irlandais, un Juif, un Russe, et il en sort un Américain. » C'est ça. Je ne sais pas pourquoi le partage refonctionne hein, quand je n'avais plus besoin. Oui. Je remets une petite photo. Voilà. Donc on voit vraiment les formes géométriques. Alors, il n'y a que la partie au nord qui est visitable, il me semble maintenant.
Oui, la partie la plus au nord, ouais, la plus en haut de l'image là. Donc ça, c'est à l'époque où c'était abandonné. On peut voir les Oui, Ouais. oui, parce qu'il n'y a pas de pont. Oui, voilà. parce que là, vous voyez, enfin, pour ceux qui ont accès à la photo, tout ce qui est au sud, ça va être à nous pour enregistrer le podcast. Juste avec les écoutes de cet épisode. Exactement. Avec une petite rallonge, on rachète le nord à la ville de New York. Alors, Ah, faisable. petite anecdote, c'est que l'île se trouve à mi-chemin, enfin à cheval sur le New Jersey et l'État de New York. Et donc, Ah oui. ça a été une guéguerre un peu, même encore maintenant, hein, permanente. Et je crois que c'est l'État du New Jersey qui a payé. Sur la photo, on voit. Il y a un bout de pont. Ouais, il y a Il un y a une pont pont. maintenant. Oui, qui est relié au New Jersey, mais qui n'est pas accessible. Je ne pense pas qu'il soit accessible aux personnes. Enfin, doit être accessible aux personnes qui travaillent, mais je ne pense pas que Ouais. ce soit accessible Donc, aux visiteurs. Ellis Island n'est plus une île Mm. grâce à ce pont. Donc voilà, bah, c'est con que la présentation. Ah ouais, pour les auditeurs, pas les auditeurs. Alors désolé, hein, les auditeurs, on parle beaucoup de photos, etc. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo parce que pendant que le Oui, partage, ou de regarder les photos sur ouais, Internet. pendant que le partage fonctionne, et là, là, le partage ne va plus fonctionner. Bah voilà, ça ne marche plus. Et je peux même pas l'arrêter. Ah, bah, c'est les joies Ah si, là. les joies du direct. Ah, c'est quand je mets un site. C'est trop C'est un bizarre. bel endroit en tout cas, Ellis Island. Je le conseille. Alors c'est vrai que ça fait doublon quand on prend le ticket pour la Statue de la Liberté, mais le ferry il fait Liberty Island, il fait Ellis Island et il revient sur Manhattan. On n'est pas obligé de s'arrêter. On fait comme on veut. Alors c'est vrai que ça prend une paire d'heures, hein. Ça dépend du planning qu'on a, mais c'est un bel endroit pour découvrir l'ambiance, les locaux. Enfin, le bâtiment est superbe. Il y a quand même, enfin voilà, on sent quand même des choses, quoi. Il y a eu du vécu, il y a une belle vue sur la skyline. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours sur cette période historique qui est. Enfin, moi, je le recommande, en tout cas, quand on est allé jusqu'à Liberty Island, autant se faire un petit saut sur Ellis Island. Je me souviens, ouais, j'avais pris le package Statue de la Liberté et Ellis Island. Sur Liberty Island, on est resté pas très longtemps. Parce que finalement, la statue, tu la vois très mal au pied. Et donc tout de suite, on s'est dépêché pour reprendre le ferry qui allait à Liberty Island, à Ellis Island. Et là, on y est resté plusieurs. Et là, ça fonctionne. Ah, voilà. Ah oui, en fait, il y a une petite latence, quoi. Non, je sais pas. Faut faire un micmac avec les onglets. Donc, si je tape mon nom, on peut voir 1305. C'est génial. Ah ouais, c'est énorme. Donc, on voit les dates d'arrivée. Donc, avant l'ouverture, donc Ellis Island s'est ouvert en Italien, c'est marrant. Ouais, beaucoup. Italie. Avec le nom du bateau. Ouais, c'est génial. Je vais essayer d'en prendre un récent. Ça se trouve, tu as des gens de ta famille dedans. Vu le nom, je pense. Il y en a au moins. J'avais fait le nom de ma grand-mère, qui est un petit peu plus rare. Moi, j'ai tapé le nom de ma femme, il y en a. J'ai tapé le nom de ma mère, jeune fille, il y en a. Mon nom, il y en a. J'ai même fait une collègue, il y en a. Et voilà. Moi, mon nom de jeune fille, il y en a un. C'est incroyable. Et donc on peut passer de 1400 à 1, mais il y en a quand même un. Ah, c'est dingue. C'est énorme. Ah, c'est génial. Et là, vous pouvez avoir le manifeste. C'est très, très bon. Donc, classe touriste. Voilà. Lenzini, Giovanni. Donc là, il y a quoi? Giovanni. 13 jours. Donc ah là, ouais. la suite. Non, c'est excellent. Ah ouais, c'est excellent. Ouais. Description avec le nombre de bagages, etc. C'est dingue qu'ils aient gardé tout ça et tout. Ils ont gardé. Donc ça, on a de la chance. C'est assez récent. La technique aujourd'hui le permet, mais ça a dû demander. Mais je me souviens sur place, ouais, j'avais fait le test. Il
y avait un grand écran où on pouvait taper des noms. Et là, je vais vous montrer, par exemple, les manifestes quand ils sont un petit peu plus anciens. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Et on a juste là, je peux pas zoomer, une grosse colonne, la colonne 19, juste en dessous de New York, où en fait c'est l'adresse d'un proche. Et quand vous remplissez un ESTA, vous devez mettre une adresse, donc l'adresse de l'hôtel, etc. Bah là, voilà. On peut voir les adresses, et on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de New York. Là, c'est le Vermont. Donc, je vais de haut en bas. Le VH. c'est le Vermont. Ouais. Je ne sais plus. Ohio, Brooklyn, New York, Rochester. Du coup, ça veut dire Ohio, que les Yonkers. rescapés du Titanic, ils sont? Ah ben non, ils sont pas arrivés, eux. Non, Alors, rescapés. bah, si tu veux. Non, on sait que Jack, c'est mort. Rose, oui, mais Jack, c'est mort. Ah oui, c'est vrai, ils sont arrivés avec des canaux de sauvetage, certains. Et encore une fois, on le dit, Jack aurait pu monter sur cette putain de planche. On le dit, on le Ouais, il y répète avait la place, il y avait largement la place. Il n'a pas fait l'effort. Il y avait largement la place. Ok, il faisait froid, mais quand même. Donc en fait, ouais, l'ESTA, c'est Ouais. l'ancien registre des lycéens. Mais c'est vrai que je me suis fait la remarque en regardant 2-3 trucs Ah, avant c'est ce vrai soir. que C'est ça. quand tu reprends effectivement le déroulé des questions, alors moi ça remonte quand même un Ouais. petit peu, mais quand même. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Entre ce qu'on remplit en amont et l'entretien quand on arrive et qu'on passe Bah, ouais, c'est carrément ça. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu retrouves des trucs, Fabien? Alors, faire une recherche par bateau, c'est chaud, mais je vous ai parlé de Salvatore Lucania, et donc ça, c'est son registre de son arrivée en 1907. Donc le fameux Lucky Luciano, hein, le mafieux le plus connu des États-Unis. Et bon, là, bah, c'est un peu compliqué de bien. Non, je sais même très, très où bon. sont les noms. Je sais pas. Mais voilà. Alors, il n'y a qu'une page. Puis l'écriture, puis à l'époque, ils écrivaient tout à la main et tout. C'est une autre Non, époque, c'est quoi. super intéressant. C'est Non, super c'est vraiment intéressant. ouais. Ouais. Donc voilà, vous pouvez vous rendre, hein, je redonne l'adresse au cas où pour ceux qui ne sont pas sur YouTube. En tout cas, vous pouvez regarder le live, bien sûr, mais en rediff, c'est heritage.statue-of-liberty.org/passenger-result. RESULT. Voilà. Et là, vous tapez le nom et puis directement, vous allez voir si vous avez potentiellement des ancêtres qui étaient sur un de ces bateaux. Merci Fabien. Mais de rien. J'ai bien kiffé travailler dessus. Bon récit. Ah, c'est génial. Je pense que c'est super intéressant. Ouais. Non, ouais, très intéressant. Merci beaucoup pour cet épisode qui, je pense, va en intéresser beaucoup. On va terminer par les médias. Alors, je crois qu'Isabelle, tu n'en as pas. Si. Non, ah si, t'en as. D'accord. T'es comme moi, t'en trouves pendant. Non. C'est parce que du coup, sachant que le sujet qu'on allait aborder ce soir, j'ai un petit peu regardé et j'ai bien fait parce que du coup, ça m'avait un petit peu mis dans l'ambiance. J'ai tout simplement retrouvé sur YouTube des petites vidéos, des petits films, pardon. Donc, il y en a un qui s'appelle Island of Hope, Island of Tears, The Story of Ellis Island. Et ça fait quelques minutes et ça redécrit un petit peu ce que vient de nous expliquer Fabien avec quelques images. Et pareil, un documentaire de 50 minutes de Michael Parazan, Ellis Island, une histoire du rêve américain, c'est sur Arte, mais c'est disponible sur YouTube. Ça envisage Ellis Island avec le boom de l'immigration et on voit après justement, c'est pour ça que je disais ça, quand ils allaient après s'entasser entre guillemets dans les quartiers du Lower East Side. Alors oui, c'était peut-être mieux que effectivement que leur pays d'origine, mais
C'est peut-être que les générations futures après qui ont profité du rêve américain, mais pas forcément les premiers qui sont arrivés. Je pense que c'était dur pour eux et ces petits films replongent bien dans l'ambiance. C'est pas mal à voir. Voilà. Ok. Il y a l'artiste JR aussi qui a fait un film. Alors, je ne l'ai pas vu. Alors, il a fait un livre, Les fantômes d'Ellis Island. Un petit film avec une introduction de Robert De Niro. Et en fait, il a été sur la partie abandonnée d'Ellis Island où il a fait ces fameuses installations avec ces énormes photos, comme il a fait au Louvre, par exemple. Il en a fait aussi pendant les JO. Donc, il y a tout un livre avec des installations artistiques qu'il avait fait sur l'île. Ok. Merci Isabelle pour ce média. Moi, ça va être un média, mais ça va être un artiste. Lenny Kravitz. Puisque Lenny Kravitz est new-yorkais. Hein. Il est né à New York le 26 mai 1964. Il a 60 ans et quand vous regardez son physique, eh ben, il ne les fait pas du tout. Il fait plus jeune que moi. Grave. Comment il fait jeune. Il fait plus jeune que moi aussi. Donc il est né en 64. Il est le fils d'un producteur qui s'appelle Cy Kravitz, qui était un producteur de la NBC et d'une actrice qui était Roxy Rocker. Et donc il est né à Manhattan. Il a passé pas mal de temps dans l'Upper East Side avec ses parents, là où il vivait. Et il a passé pas mal de temps également dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, à Brooklyn, puisque sa grand-mère y habitait. Il allait à l'école dans le Upper East Side. Et ses parents l'ont beaucoup influencé parce que ils écoutaient beaucoup de jazz, de classique, d'opéra, de gospel, etc. Et le premier concert qu'il a vu, c'était à l'âge de 7 ans, c'était les Jackson 5 au Madison Square Garden. Et donc pour lui, ça a été une révélation. Et puis son père est un gros fan de jazz également, donc il l'emmenait voir des représentations, des concerts de jazz, donc notamment de Duke Ellington, de Count Basie, Ella Fitzgerald, de Miles Davis, etc., etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été très influencé. À 10 ans, il a déménagé à Los Angeles. Et donc voilà, donc c'est un New-Yorkais. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il a sorti un album récemment, et d'ailleurs il va passer en concert là, un petit peu partout, dont à Nantes d'ailleurs. Le dernier album, c'est Blue Electric Light, qui est un excellent album. Et Lenny Kravitz trouve quand même le moyen à chaque fois de faire des bons albums à chaque fois. Et il a notamment une chanson qui s'appelle New York City, qui est sortie en 2014 sur l'album Strut. Et le clip est un hommage à New York, hein, parce qu'on le voit déambuler, et donc on voit beaucoup de choses de New York dans ce clip. Donc, je vous le recommande. Voilà. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à travailler chez Sushi Shop en 2011. Et en 2011, on a eu une boîte dessinée par Lenny Kravitz. Ah, une ok. boîte, c'était le nom, c'était la Box New York. Ok. Voilà. Et donc, c'était Lenny Kravitz qui l'a dessiné. Donc, Lenny Kravitz d'ailleurs, alors je sais pas s'il y vit encore, mais il a vécu à Paris hein, pendant de nombreuses années. Et bien sûr, il a été le compagnon de Vanessa Paradis pendant quelques années, et il lui a fait d'ailleurs un album. Voilà pour Lenny Kravitz, grand musicien américain. Attendez, maintenant que j'ai mon petit doudou. Voilà. Ah, excellent. Avec sa guitare, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Sa guitare signature, hein, la Gibson Flying V. Ah oui. C'est excellent. Voilà. Il a fait Génial. J'ai touché sa race. voilà. Pas moi.
Oui, toi, non. Ah, pas moi. Et c'est comme moi, hein, si tu me parles de panneaux solaires, là, j'ai pas envie, là. C'est normal. Normal, Logique. normal. Regarde, Ouais. Isabelle, pareil. Et je pense pas que là, si on lui parle de son métier, elle va kiffer non plus. Tu vois. Elle a envie de s'évader un peu, quoi. Voilà. C'est normal. C'était en 2012, pas 2011. Ok. Je ne savais Eh pas ben, que Lenny Kravitz était new-yorkais. J'apprends quelque chose. J'aime beaucoup la musique de C'est vrai. Lenny Kravitz. Je ne savais pas Ça qu'il fait un était petit- originaire de New York. Ouais. Il a une ouais. boîte de design, hein, c'était à l'époque. Je sais pas s'il Ouais, l'a. exact. C'est Ouais. quelqu'un, oui, qui est très. Enfin, qui La s'intéresse culture. beaucoup à la culture et tout ce qui est design, architecture, etc. Ouais, en plus d'être un grand musicien, oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Il a Génial. vécu à Paris. Alors, je sais pas s'il y vit Il y a encore, mais je sais toujours. qu'il avait un Mm. appartement. Et Oui. je vois souvent des images de lui à Paris, pas souvent. Non, ouais, il vit. Donc, ça veut dire qu'il vit encore. C'est qu'il vit encore là-bas. Là. Et, Donc, il et- passe en concert là, voilà, un petit peu Oui, partout. 29 mars, Paris, la Défense Arena. J'ai reçu le petit Exactement. message. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des places, mais pour ceux que ça intéresse. Et il passe à Nantes aussi. Donc voilà. Mon cher Fabien, est-ce que tu avais un média ou non? Alors, comme souvent, j'ai un média qui Ah. ne parle pas forcément de New York directement. Ah. Directement, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit truc, quoi. Il y a un petit truc. Et un petit truc. Le lien est petit, mais vous allez comprendre. Ouais. J'ai commencé. Alors, c'est une série que j'ai commencé au moins 3-4 fois, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ah. En français, ça s'appelle Larry et son nombril. En VO, Curb Your Enthusiasm. Et donc, c'est Ok. une série, c'est une série de Larry David. Larry David, c'est le scénariste et producteur de Seinfeld. Ok. Seinfeld. Voilà. Donc Seinfeld. Ok. Alors Seinfeld, pareil, hein, ça parle de New York, c'est très new-yorkais, mais pareil, ça a été tourné à Los Angeles. Là, pareil, la série, donc c'est Larry David qui joue son propre rôle. Donc Larry David, le producteur et scénariste de Seinfeld. Ça se passe à Los Angeles. Si vous avez déjà regardé Platane avec Eric Ah, Judor, excellent. eh ben c'est en gros Eric Judor a tout copié. Voilà, c'est les mêmes mécaniques, hein, c'est les mêmes. Alors, tout copier, on peut copier et faire ça à sa sauce, hein, c'est ce qu'a fait Eric Judor. Il ne copie pas mot Parce que pour mot, c'est très bon. mais voilà, bah, c'est exactement ça. Eric Judor joue son propre rôle, il joue l'Eric d'Eric et Ramsey, etc. Bah, c'est pareil, c'est Larry David joue son rôle de producteur de Seinfeld, donc on voit souvent des acteurs de Seinfeld. Il en parle souvent, etc. Donc c'est les premiers épisodes, voire la première saison peut vous avez peut-être du mal à rentrer dedans. Ah, moi j'ai mis 3-4 fois sur le premier Ah, épisode, mais des fois, il y a des 3-4 trucs comme fois. ça, ouais. Des fois, Il y a ça des le trucs, fait. Oui. Ouais. il y a des trucs que tu as du mal, hein, et Il puis bon. faut insister un peu et après, c'est Ça chouette. ça Comme m'a fait certains albums que tu écoutes au début, tu te c'est bon. ça. Et Ça puis m'a fait après. ça avec The Wire. Hein. The Wire, j'ai Ouais, non, mais, regardé. ouais. J'ai trop du mal. Soprano, pareil. Et donc voilà, la série est sur Max. Donc, parce que c'est une série Bio. HBO. Mm. Je ne sais pas si elle est disponible ailleurs. Je vais vite regarder, mais je ne crois pas. Hein. Toutes les séries HBO Non. maintenant sont sur Max. Bah là-dessus, ça me marque que c'est disponible nulle part, hein, comme ça. Moi, j'avais vu quelques épisodes aux États-Unis, mais ouais. Après, j'adore Seinfeld, par contre, et qui est sur Ouais. Netflix. D'ailleurs, je me suis remis à Seinfeld. Voilà. Mm. Alors moi, Oui. faudrait que je regarde ça parce que j'avais commencé à me remater tous les Spin City et c'était dispo sur Paramount et puis bah, je ne le trouve plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais, Ça le bon, fait des fois. Ça disparaît. Je vais ouais, juste une c'est petite pause, chiant. je reviens. Mais bon.
En tout cas, on remercie les personnes qui étaient sur YouTube ce soir, notamment Détail Architecture. Et d'ailleurs, n'hésite pas, puisque il nous dit au plaisir de participer à un épisode un jour. Bah, écoute, il te suffit de nous envoyer un message sur les réseaux sociaux et on prend contact avec toi, évidemment, avec plaisir. On salue également Marie, qui est une fidèle de l'émission. Et je sais que je l'ai tannée, on l'a tannée pour qu'elle vienne aussi nous raconter sa passion. Donc Marie, si tu nous écoutes, il va falloir, hein, à un moment Oui. donné, va falloir. Hein. Donc, donc voilà. Et si vous avez évidemment envie de venir parler de votre passion, eh ben, écoutez, c'est avec plaisir, puisqu'on aime entendre aussi plein d'histoires autour de New York. Donc que vous soyez passionné, que vous y ayez vécu, n'importe. Voilà, on est tous logés un petit peu à la même enseigne, puisqu'on a cet amour de New York. Donc voilà. Et petite info, alors je retourne sur Paris la semaine prochaine pour aller voir ma mère. Et elle a ce projet d'aller à New York avec mon frère, Oh. moi et tout, en Ah, 2020. génial. Donc voilà, on va voir pour se programmer ça. Si ma mère m'écoute, je l'embrasse bien fort. Waouh. Donc voilà. Voilà. Bien. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur YouTube ce soir. Bien sûr, l'épisode va être dispo, bien sûr, hein, sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple, etc., etc. Bien sûr, n'oubliez pas de noter, de liker. Encore un grand merci pour votre fidélité, vos nombreux messages. On a reçu beaucoup de messages ces temps-ci, beaucoup d'écoutes également. Comme on l'a dit, c'est extraordinaire maintenant de voir qu'on peut être monétisé. Et voilà, c'est l'aboutissement, encore une fois, de semaines, de mois, d'années de travail. Alors, travail, tout est relatif, hein. C'est du plaisir, bien sûr, mais bon, il y a quand même de l'investissement. Hein. Isabelle, ça lui prend du temps. Fabien, ça lui prend du temps. Moi, ça me prend du temps. Parce que voilà, il faut écrire, il faut monter, il y a les réseaux, il y a tout ça. Alors, c'est quand même assez complet, mine de rien, mais on apprend quand même toujours beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. Fabien, je Merci sais pas où beaucoup. il doit être aux toilettes là. Tu es allé chercher de l'eau. Ah, alors Fabien, il faut savoir que quand il fait un épisode, hein, parce qu'il fait des épisodes aux petits oignons, il a soif à la fin. Donc Alors, ceci dit. on va pas se quitter quand même avant qu'il soit revenu. Sinon, on Non, va voilà. pas... Alors, nous, on voit la bouteille je ne citerai pas la marque, d'Evian ou de Volvic, peu importe. Après, on ne sait pas ce Oui, qu'il y a bien dedans. sûr. Hein. Mais a Bien sûr. priori, c'est de l'eau. A priori. En toute, Est-ce qu'on est en toute vraiment sûr de ça? Je modération. ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, il en boit souvent quand même. J'espère pour lui que c'est de l'eau. Ah, si c'en est pas, c'est que là, il y a un souci. Donc, voilà. Bon, ceci Non, dit, mais c'est vrai, voilà. Merci beaucoup parce que voilà, c'est chouette. Et puis, on se rend compte que New York, ça, ça fait parler toujours. Et puis, ça émerveille toujours aussi. Donc, voilà. Je salue aussi des collègues qui se reconnaîtront s'ils écoutent cet épisode, puisque une amie, enfin une collègue qui est devenue plus qu'une collègue depuis, a parlé du podcast et du coup, voilà, du coup, il y a pas mal de gens au travail qui écoutent apparemment le podcast, donc voilà, je les salue. Mon cher Fabien, s'il pouvait revenir, parce que là j'ai l'impression de meubler comme un présentateur télé ou tu sais comme un présentateur qui fait les victoires de la musique ou un truc. Ah, Fabien, je sais pas ce qu'il fait. Il doit peut-être avoir un je truc sais pas. avec son chien. Je sais pas. Ouais, peut-être il y a un souci. Peut-être il y a un souci. Mais bon, on va s'assurer Oui, que tout va bien pour lui. Il n'y a pas de souci. évidemment. Bon, en tout cas, les prochains épisodes, bien sûr, on vous prépare d'autres épisodes. Raconte-moi l'Amérique aussi, hein, parce qu'il y a
des épisodes qui sont déjà sortis, notamment, enfin déjà sortis non, mais qui sont prêts à être enregistrés, donc notamment sur Apollo, l'ami sur Apollo. Il est là. Il est Le là. Et en voilà. plus, il a un beau t-shirt avec un nom de groupe qui n'est pas très connu. Tu as ton micro qui est coupé, mon cher Fabien. Si je vous disais ce que j'étais en train de faire. Non, on veut pas. Non. Non. Ça se voit sur. Tu vois, je perle. Ah oui. Je suis arachnophobe niveau plus. Et tu étais attaqué par une araignée. Ouais, donc je Toi, savais. t'aurais pas empêlé avec la araignée que j'avais ici, là, il y a quelques jours, là. Bah là, j'avais une mastoc, là. Et ouais. en plus, j'ai failli prévenir avant l'épisode, genre, si je m'enfuis. C'est normal. Voilà. Donc, très bien. C'est des reptiles, mais heureusement, des reptiles, on n'en croise pas tout le temps. Donc, ça va. Donc, tu allais chasser l'araignée pendant quelques minutes. Tu as gagné. J'espère. Je l'ai aspiré. J'ai pris l'aspirateur, je l'ai aspiré. On comprend pourquoi tu as coupé le micro. C'est ça. J'ai encore tout. Il a encore tout retourné. Là. Mais c'est normal, c'est normal. Je compatis. Quand on a c'est difficilement contrôlable. Je crois que c'est celle qu'il y avait hier où je crois pendant 2 heures, j'ai pas pu passer dans le couloir. Moi, je me suis dit, faut que j'aille me coucher. J'en ai une grosse parce que ici on en a des fois des costauds. Ouais, c'est la période. J'ai un de mes meilleurs potes qui vit à La Réunion aussi, c'est pareil, c'est pas des vraies araignées qui sont. C'est un autre monde là. À chaque fois, il me tanne pour aller vivre là-bas. Je fais, je sais pas. On est bien en France. Ou à New York, je sais pas si j'ai jamais trop croisé d'araignées là-bas. Un pays où il n'y a pas d'araignée, s'il vous plaît. Je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup, Fabien. Merci, Isabelle. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve donc pour un prochain épisode. Isabelle, on vend la mèche ou pas? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais fais comme tu veux. L'épisode, parce que tu avais un épisode que tu es en train d'écrire. Ou que tu as fini d'écrire. Oui, on peut vendre la mèche, oui. Bon, non, on va donner un indice, si tu veux. Ouais. Bon, c'est sur un grand parc. Voilà. Un parc plutôt central. Voilà, exactement. On a tout dit. Voilà. On a tout dit. Voilà. Alors là, si vraiment vous êtes des quiches, les buts. Le parc André Citroën. Très bien. Et ben voilà, en tout cas, vous avez eu un bon indice. Si vous n'avez pas trouvé, vraiment, vous êtes des quiches. C'est un moment, on peut rien pour vous. C'est pas. Voilà. Ah là là. Bon, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Et puis, merci encore à vous pour votre fidélité et vos écoutes. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.